Et vous, vous avez commencé votre fonction du président du CCIFC depuis quelques mois. Donc, quelles sont vos ambitions? Alors, mes ambitions, bien sûr, c'est d'avoir de plus en plus de membres. Donc, je souhaite que de plus en plus de sociétés franco-chinoises, bien sûr, s'installent et deviennent nos membres. Et puis, d'une manière plus large, bien sûr, c'est de continuer à étendre les services que nous fournissons à nos membres. Et puis également, c'est de les adapter, ces services. Donc, je crois que la vision à 2 ans du nouveau bureau, c'est pas seulement moi, nous sommes 30 élus et des équipes de la Chambre, bien sûr, qui font un travail remarquable, va être de réfléchir et de mettre en place voilà, de nouveaux services ou d'adapter les services existants pour qu'ils soient en phase avec toutes les évolutions de l'écosystème en Chine. Bonjour Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous travaillez en Chine depuis 32 ans, donc comment jugez-vous la Chine d'aujourd'hui par rapport à celle que vous avez connue à votre arrivée? Oui, alors quand je suis arrivé, c'était une autre Chine, c'est sûr. La Chine a évolué à une vitesse absolument sidérante. Je crois qu'aucun pays, à aucun moment, dans aucune histoire, on a vu un pays évoluer, grandir aussi rapidement que la Chine. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas très peu de structures de rails. Et quelques années plus tard, en 5-7 ans, la Chine entière était quadrillée de TGV. Donc oui, j'ai vu un développement économique époustouflant, rapide. J'ai également assisté au changement de la société chinoise, qui également s'est fait très très rapidement. J'ai vu monter cette vague de créativité, d'innovation. On peut dire que sur les 19 dernières années, j'ai vraiment observé de mes yeux le passage du Made in China au Design by China. C'est une expérience tout à fait fascinante. Et qui ne s'arrête pas, parce que les gens qui disent je connais la Chine, je vais vous expliquer la Chine, ont forcément tort, puisque chaque matin on se réveille dans une nouvelle Chine avec des nouvelles évolutions, des nouveaux schismes, des nouveaux changements de direction et puis surtout une croissance exponentielle. Moi je travaille personnellement dans les métiers de l'hôtellerie et on a vu la manière dont la clientèle, les besoins des clients ont changé. D'ailleurs, les générations de clients ont changé également. La manière dont les Chinois voyagent aujourd'hui est complètement différente si l'on compare à la manière dont ils voyageaient il y a 5, 10 ou même il y a seulement 3 ans. Et puis bien sûr, bon, l'explosion du numérique, du digital, tout ça fait qu'on se lève tous les matins et on découvre une nouvelle Chine. Donc depuis 19 ans, ça fait beaucoup de Chine à découvrir. Et je sais que vous avez travaillé aussi en Indonésie et en Inde pendant quelques années. Est-ce que cette expérience d'avoir travaillé en Asie vous a aidé à vous adapter plus rapidement à la Chine? Alors oui et non. Alors l'Inde, non, parce que l'Inde c'est vraiment une culture et un pays différent. Mais c'est vrai que l'Indonésie, quelque part, m'a préparé, oui, à l'Orient. Donc il y a quelques similitudes dans les cultures orientales, on peut le dire. Mais ça reste très limité. C'est-à-dire que bon, l'Indonésie, c'est l'Asie du Sud-Est, donc c'est quand même une manière différente d'appréhender les choses, c'est d'autres cultures, et on peut dire qu'il y a une culture globale asiatique, mais également il y a une très très grande spécificité chinoise. La Chine est absolument unique, les Chinois sont absolument uniques, si l'Indonésie m'a préparé aux grandes lignes, il a fallu quand même que je comprenne la Chine et que je voie la vie sous l'angle et l'œil des Chinois en arrivant ici. C'était très important et donc il y a aussi des disparités entre les pays asiatiques et tant mieux. Donc pensez-vous qu'il existe une sorte de culture asiatique entre les différentes cultures des différents pays, puisque depuis... il y a quelques similitudes, il y a quelques traits communs, mais après, non. Encore une fois, chaque culture, je pense, de chaque pays asiatique est tout à fait spécifique, et notamment la Chine
une culture, un passé, une histoire très forte. Et puis il y a aussi le lien au passé. Beaucoup de pays en Asie ont été par le passé, par exemple, colonisés, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Donc ça crée aussi une histoire complètement différente et un passé différent qui sont peu comparables. Et la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine est déjà devenue la troisième plus importante chambre du commerce et d'industrie au monde. Donc, quel est l'objectif principal du CCIFC ou quelles sont ses missions principales? Quelles sont? C'est une bonne question. Il y en a trois principales. Donc, notre première mission, bien sûr, c'est d'accompagner, de servir les sociétés sino-françaises qui sont déjà ici en Chine. Donc, nous leur servons de plateforme. Nous avons une liste de services pour en fait servir d'accélérateur et de servir de plateforme pour que toutes ces sociétés puissent avoir leurs résultats qui continuent à grandir, à croître dans les meilleures conditions. Donc ça c'est notre première mission, c'est de les assister. Notre deuxième mission, c'est bien sûr d'aider les sociétés françaises qui souhaitent s'implanter en Chine, en quelque sorte leur mettre le pied à l'étrier pour qu'elles arrivent en Chine dans les meilleures conditions. Donc on les aide, on les guide, on fait des missions de prospection pour eux, on leur donne des conseils, on les met en contact avec les bons partenaires et on s'assure qu'ils puissent faire leur premier pas de la meilleure manière. Et puis notre objectif, bien sûr, c'est qu'ils s'installent finalement en Chine et puis qu'ils deviennent, encore une fois, nos membres pour profiter de nos services et de notre plateforme. Et puis on a un troisième rôle qui est aussi de faire la promotion de la marque France et de nous assurer que les entrepreneurs chinois, les entreprises chinoises qui veulent se développer vers l'international, eh bien choisissent la France plutôt qu'un autre pays. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi une fonction d'inciter les investisseurs chinois en France. Absolument, absolument. C'est un des rôles très importants de la CCI France-Chine, c'est-à-dire que nous sommes vraiment sur une philosophie d'aide aux échanges commerciaux sino-français. Donc les échanges commerciaux, c'est dans les deux sens. Et vous avez commencé votre fonction du président du CCIFC depuis quelques mois. Donc quelles sont vos ambitions? Alors, mes ambitions, bien sûr, c'est d'avoir de plus en plus de membres. Donc, je souhaite que de plus en plus de sociétés franco-chinoises, bien sûr, s'installent et deviennent nos membres. Et puis, d'une manière plus large, bien sûr, c'est de continuer à étendre les services que nous fournissons à nos membres. Et puis également, c'est de les adapter, ces services. Parce qu'on parlait de l'évolution de la Chine, on disait que tous les matins, on se réveillait dans une nouvelle Chine. C'est plus que ça. Il y a un vrai... Je pense qu'on est dans une petite révolution ou dans une grande révolution sociétale. On est même probablement dans une révolution industrielle. On est en plein milieu de la révolution industrielle du numérique, mais c'est déjà la révolution industrielle de l'intelligence artificielle qui arrive. Et toutes les sociétés, qu'elles soient françaises ou chinoises ou d'ailleurs de n'importe quel pays, mais notamment en Chine, font face à un environnement économique complètement nouveau, avec des nouvelles donnes. Et il est très important que la Chambre, les services de la Chambre s'adaptent justement à ce nouvel environnement économique pour fournir des services qui aient une vraie valeur pour nos membres. Donc je crois que la vision à 2 ans du nouveau bureau, ce n'est pas seulement moi, nous sommes 30 élus et des équipes de la Chambre, bien sûr, qui font un travail remarquable, va être de réfléchir et de mettre en place de nouveaux services ou d'adapter les services existants pour qu'ils soient en phase avec toutes les évolutions de l'écosystème en Chine. Et cette année, le gala annuel du CCIFC a choisi les femmes de l'entreprise comme un thème principal. Pourquoi avoir choisi ce thème? C'est pour encourager les femmes de travailler plus dans l'entreprise ou bien c'est... Oui, alors pour créer des vocations, c'est sûr. Mais enfin, déjà, il faut savoir que nous, en France, et en Chine d'ailleurs, je l'ai remarqué, on a déjà une culture très avancée qui accepte et encourage les femmes à travailler. D'ailleurs, en France, on a beaucoup d'entreprises de très haut niveau qui sont dirigées par des femmes. Il y a des entreprises du CAC 40 qui ont une parité totale au conseil d'administration.
Et j'ai noté qu'en Chine aussi, il y a beaucoup de femmes de pouvoir. Donc je pense que le thème de la soirée, c'est pas pour encourager les femmes à prendre plus de responsabilités. Les femmes ont prouvé depuis très longtemps qu'elles savaient prendre des responsabilités et qu'elles le faisaient bien. Donc c'est plutôt, je pense, pour leur rendre hommage, pour effectivement reconnaître toutes ces femmes qui, dans tous les domaines, sont actives, et c'est pas seulement dans l'entreprise. Hein. Si vous prenez notre communauté franco-chinoise ici, on a des femmes diplomates, médecins, artistes, artisanes, les jeunes entrepreneuses de la French Tech. Elles sont absolument dans tous les domaines. Donc voilà, notre gala voulait rendre hommage à ces femmes et effectivement créer des vocations pour qu'il y en ait plus, parce que je pense que le problème, c'est pas qu'il n'y a pas suffisamment d'opportunités pour les femmes, mais c'est peut-être qu'on ne crée pas les bonnes conditions toujours pour que les femmes soient motivées à continuer dans les entreprises. Donc c'est l'état d'esprit qu'on veut donner. Oui. Monsieur le Président, pourriez-vous nous présenter d'abord quels sont les domaines dans lesquels les entreprises françaises investissent en Chine? Oui, alors la France, c'est très connu, investit dans les domaines classiques du luxe, de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, du spatial. Donc, dans ces domaines-là, on peut dire que ça se passe plutôt bien, et puis nous sommes assez optimistes. Maintenant, on parlait des évolutions de l'environnement économique en Chine et des nouveaux besoins en fait qui sont provoqués par cette évolution, ces mutations de l'écosystème économique. Et donc tout ça, ça crée des nouveaux besoins, des nouveaux consommateurs, des nouveaux besoins aussi technologiques, numériques. Et je pense que là, les entreprises françaises ont une vraie chance à prendre, des opportunités à prendre, car il y a un génie français dans ces domaines technologiques de niche, ce soit la sécurité alimentaire, les équipements médicaux ou la biotechnologie. Voilà. Il y a des tas comme ça de secteurs très technologiques, très niches, où la France apporte, le savoir-faire français apporte une valeur ajoutée. Et je suis aussi assez optimiste sur les opportunités que cela représente pour nos entrepreneurs. En Chine, on parle beaucoup des nouvelles technologies, par exemple le 5G ou l'intelligence artificielle, etc. Pensez-vous que dans ces domaines-là, il y aura des opportunités de coopération entre les entreprises sino-françaises? Absolument, absolument. Et encore une fois, le génie français dans la technologie est très important. Le génie chinois n'est plus à démontrer. C'est même, je pense qu'aujourd'hui, la Chine est déjà leader hein, dans ces domaines-là. Donc il y a beaucoup d'échanges à faire dans ces domaines-là. Je pense qu'il y en a déjà. La Chine est une pépinière de start-up. La France aussi. Je crois que la plus grande pépinière de start-up en fait est à Paris. Et donc là vraiment il y a des opportunités des deux côtés pour justement profiter de cette nouvelle donne technologique, numérique et surtout d'intelligence artificielle qui est clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un petit peu la nouvelle révolution industrielle d'aujourd'hui. Et puisque vous travaillez depuis longtemps dans le secteur de l'hôtellerie, donc pensez-vous que ces nouvelles technologies vont bouleverser le secteur de l'hôtellerie? Je vous le confirme déjà, elles bouleversent complètement le secteur de l'hôtellerie. Alors, elles le bouleversent, c'est surtout des histoires de data, de big data, de rassemblement des données, la manière dont on utilise les données pour en fait mieux servir nos clients. C'est là-dessus que l'hôtellerie travaille. Il faut, nous, qu'on fasse très attention dans l'hôtellerie sur tout ce qui est justement intelligence artificielle et robotique, parce que je ne pense pas que notre avenir soit, notamment dans l'hôtellerie de luxe, notre avenir n'est pas dans la robotisation, par exemple. Le client voudra toujours faire face à de l'être humain et on est, nous, dans le métier de l'humain. Donc, je dirais qu'on a moins d'impact que dans certaines industries, mais clairement, pour avoir une vision plus globale sur ces sujets-là, oui, je pense que l'intelligence artificielle et le numérique révolutionnent absolument tous les domaines.
et que nous allons vraiment rentrer dans une nouvelle ère, un nouveau style d'économie, un nouveau style de consommation, et que beaucoup de secteurs vont devoir se remettre en question par rapport à ça. Oui. Et le groupe Accor est arrivé en Chine depuis 32 ans. Donc, durant ces 32 années-là, la Chine s'est développée à très vite allure. Oui. Donc, d'après vous, quelles sont les raisons principales pour ce développement rapide de la Chine? Ah bah, je ne pense pas, je suis sûr. C'était une volonté politique, premièrement, de s'ouvrir et de se développer. Et puis deuxièmement, je pense qu'ici, il y a vraiment une flamme incroyable, une volonté assez unique, un volontarisme, un sens du travail, un sens du devoir, une faim d'innovation, une faim d'excellence. Dans tous les domaines, qui fait que ça a été vraiment, et je l'ai observé, puisque moi je vous le dis, ça fait presque 20 ans que je suis là, il y a vraiment eu une vague de progression avec vraiment une vision globale. Et cette vision, c'était on va rattraper et ensuite on va créer. Et moi, c'est exactement ce que j'ai vu. J'ai vu la Chine rattraper et ensuite être force de création, et aujourd'hui même être la force de créativité qu'il faut suivre, ce qui est une nouvelle donne encore. Et le gouvernement chinois a lancé une initiative Nouvelle Route de la Soie. On l'appelle Ceinture et Route depuis plus de 5 ans. Donc comment évaluez-vous cette initiative? Est-ce que la France doit participer activement à cette initiative? Alors c'est une excellente initiative. Moi je comprends tout à fait les raisons et les tenants et les aboutissants de cette initiative. Je pense que la France et la Chine ont beaucoup de conversations sur ce sujet-là. On peut voir depuis 2-3 ans énormément de discussions bilatérales, de visites croisées. Le président chinois est allé en France, le président français est venu, ils se parlent régulièrement. Il y a énormément de discussions sur nos échanges commerciaux. Je crois qu'il faut voir les choses plus largement. Ce n'est pas seulement la route de la soie, c'est la qualité de nos échanges commerciaux avec la France et d'ailleurs avec l'Europe. Et je pense, non je ne pense pas, je sais que la qualité de ces échanges entre la Chine et la France sont excellents, très amicaux. Ces discussions portent sur la manière multilatérale d'échanger, de faire du commerce, dans le respect du développement environnemental, du développement économique de tous les peuples et de manière équitable. Je crois que le mot équitable est le mot qui revient le plus souvent dans les conversations entre la France, l'Europe et la Chine. Et je crois que ce sont des discussions qui sont entre les mains de gens extrêmement responsables et de très bonne volonté des deux côtés, du côté de la Chine et de la France. Donc je ne me fais aucun doute que tous les accords commerciaux qui sont déjà faits et qui vont continuer à être faits entre la Chine, la France et l'Europe vont continuer à être faits en très bonne intelligence et dans l'intérêt de tout le monde. Et comme vous avez dit que c'est dans ce cadre d'une nouvelle route de la soie, les échanges commerciaux entre la France et la Chine sont bilatéraux. Et vous avez dit aussi que l'objectif principal du CCIFC, c'est d'aider les entreprises françaises d'investir en Chine, mais aussi inciter les investissements chinois à l'étranger, en France surtout. D'accord. Et donc, d'après vous, quels sont les avantages de la France par rapport aux autres pays européens pour les investisseurs chinois? Alors, il nous faudrait une bonne heure pour vraiment expliquer tous les avantages de la France, donc on n'aura pas le temps, très rapidement. Écoutez, déjà, la France a été identifiée comme, je crois, à la place de 5e en matière de compétitivité pour l'accueil des investissements étrangers. Donc, c'est un pays extrêmement accueillant et il y a beaucoup de raisons de choisir la France par rapport à d'autres pays pour ces investissements. D'abord, la France est au cœur de l'Europe, c'est un des moteurs de l'Europe. Donc quand on veut avoir accès au marché européen, c'est toujours mieux d'être au cœur de l'Europe et dans un pays qui clairement est le moteur de l'Europe et 6e économie mondiale.
Deuxièmement, la France, c'est une grande qualité d'éducation, une grande qualité d'infrastructure. Je vous parlais des startups tout à l'heure. Le plus grand incubateur de start-up est à Paris. Il y a énormément de pôles de compétences qui sont disséminés dans le pays. La France, c'est une sécurité légale et juridique. C'est aussi une certaine qualité de vie. Hein. On vit bien en France, on circule facilement, on mange bien. Et puis, pour revenir sur le point de vue économique, il y a plusieurs facteurs qui sont importants à noter. Par exemple, la productivité en France est au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. La France aussi, et c'est très intéressant, historiquement a beaucoup de liens avec l'Afrique. Donc quand on veut ouvrir des marchés en Afrique, c'est toujours bien d'être implanté en France. Et je sais que d'ailleurs la France, l'Europe et la Chine travaillent sur des projets communs de développement en Afrique. Donc encore une fois, une bonne raison pour les investisseurs chinois de s'installer en France. Et je pourrais comme ça vous en dire pendant une heure, mais la France est un pays extrêmement attractif pour les investisseurs. Merci bien de votre présentation de ces avantages de la France pour les investisseurs chinois. Et maintenant, pourriez-vous nous présenter la situation globale des entreprises françaises qui ont déjà investi en Chine? Quelle est leur situation globale et quelles sont leurs difficultés surtout? Alors, leurs difficultés, vous voulez dire économiques ou en Chine ou... Par exemple, quand ils ouvrent une entreprise en Chine, est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés ou bien c'est la difficulté de mentalité qu'ils ne peuvent pas accepter ou bien d'autres domaines qui... Écoutez, les entreprises, la plupart des entreprises qui s'installent en Chine ont des difficultés normales, pas des difficultés chinoises. Il arrive parfois qu'il y ait des difficultés, mais vous savez, je pense que c'est dans tous les pays. On a des difficultés quand on arrive en Chine si on n'est pas préparé. La Chine, oui, c'est un écosystème différent, c'est un environnement différent, c'est un peuple différent, c'est un système politique différent et c'est une culture différente. Donc, quelqu'un qui veut venir travailler en Chine, il faut qu'il soit au courant, il faut qu'il se prépare, il faut qu'il le sache, il faut qu'il s'adapte et il faut qu'il soit prêt à s'adapter. Et c'est d'ailleurs le rôle de la Chambre de commerce. On est là pour ça. On est là pour s'assurer que justement, un entrepreneur, une entreprise qui vient en Chine, ait la meilleure préparation. Et c'est notre rôle de lui dire, quand vous venez en Chine, il faut vous attendre à ceci, il faut vous préparer à cela, il faut avoir ces considérations juridiques, ressources humaines, etc. Et voilà comment les choses se font en Chine. Et puis c'est vrai que ce n'est pas les mêmes lunettes. On ne peut pas regarder les choses en Chine de la même façon qu'on regarde les choses en France. Et donc, encore une fois, c'est notre rôle, c'est notre valeur ajoutée, nous, à la Chambre de commerce et d'industrie France-Chine, de justement accompagner ces entrepreneurs potentiels et de les préparer au mieux pour qu'ils n'aient pas de difficultés. Donc, quel est votre jugement sur le climat actuel des affaires en Chine? Alors, on est un petit peu, en ce moment, dans un petit creux de la vague. On fait face à deux choses. On fait face à un léger ralentissement. On a vu les derniers chiffres de la production industrielle. Et puis, on est également en face de tensions économiques entre la Chine et les États-Unis. Donc, ce double climat, je dirais, fait que les sociétés en ce moment en Chine sont un petit peu en attente et il manque un petit peu de visibilité. Voilà. Donc, le climat reste bon, on est en croissance, la Chine est en croissance, beaucoup de nos entreprises sont en croissance et se portent bien, mais c'est vrai qu'en ce moment, le climat manque un petit peu de visibilité, et comme vous le savez, l'industrie, le commerce, la finance n'aiment pas ne pas avoir de visibilité. Donc on est un petit peu dans une période de flottement, mais la nature propre des entrepreneurs, c'est de rester optimiste. Donc voilà. On est un petit peu en position d'attentisme, mais avec un optimisme mesuré.
Comme vous avez mentionné depuis quelques semaines, les frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis se sont déjà intensifiées et les États-Unis ont même l'intention de faire entrer des entreprises chinoises comme Huawei ou Dalian dans une liste noire des entreprises qui menacent la sécurité nationale des États-Unis. Donc comment jugez-vous ces frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis et comment jugez-vous la décision des États-Unis? Alors, les tensions commerciales ne sont jamais une bonne chose. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense, c'est mon avis personnel, que les vociférations ne sont pas toujours productives. Donc, comme je vous le disais, ces tensions, ces menaces, ces voix dont le ton monte en ce moment, tout cela crée un climat économique qui n'est pas très favorable. On pourrait croire que les entreprises non américaines, européennes, pourraient en profiter, mais je ne pense pas que ce soit le cas, parce que l'incertitude et je dirais le stress qui en résulte est global. Il n'est pas seulement entre la Chine et les États-Unis, il est pour tout le monde, parce qu'à la fin, ce sont deux grandes nations économiques et personne n'a intérêt à avoir des tensions entre deux grandes nations telles que la Chine et les États-Unis. Donc, nous, tout ce que l'on souhaite, c'est que le ton baisse et puis que les affaires se résolvent, ce qui n'est pas impossible. Donc ces frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis ont déjà influencé les coopérations ou bien les investissements bilatéraux entre la Chine et la France? Peut-être indirectement, hein, pas énormément, mais je ne pense pas que ça ait beaucoup influencé les échanges. Par contre, ce que ça fait, c'est que les entrepreneurs français qui ont des liens indirects avec la Chine et les États-Unis sont face à des problématiques compliquées et donc peut-être sont en position d'attente et d'attentisme en attendant que le climat soit un petit peu plus ensoleillé. Donc quel est votre jugement sur la politique américaine qui s'appelle American First? Mon avis personnel, c'est que dans la politique comme dans le sport, ou dans le monde économique comme dans le sport, jouer en équipe sera toujours mieux que jouer tout seul de son côté. Voilà. Donc ça, c'est mon avis. En plus, je ne pense pas, ou je suis sûr d'ailleurs, que la position de la France soit pour le protectionnisme. Donc c'est plutôt un réflexe français de ne pas être favorable au protectionnisme. Donc pensez-vous que ça va créer de nouvelles opportunités pour la France et l'Europe, entre la France et la Chine, ou bien l'Europe et la Chine? Non, mais les opportunités seront indépendantes des frictions avec les États-Unis. Nous n'aimons pas les frictions par définition avec qui que ce soit. Donc à la fin, pour nous, défenseurs de France, défenseurs d'Europe, je pense que de toute façon, les échanges commerciaux avec la Chine continueront à croître de toute façon, quoi qu'il soit. Que les frictions se passent bien ou mal avec les États-Unis, les relations franco-chinoises sont tellement bonnes, nous sommes des amis commerciaux, nous l'avons toujours été, donc ça ne s'arrêtera pas. Je préfère que ça se passe dans un climat, encore une fois, ensoleillé, plutôt que dans un climat pluvieux. Et la loi pour les investissements étrangers sera mise en vigueur le 1er janvier 2019. Oui. Quel impact va avoir cette nouvelle législation sur les investissements étrangers? Je pense qu'elle aura un impact positif parce qu'elle facilite l'accès au marché. Donc à partir du moment où on facilite l'accès au marché, forcément les entreprises de beaucoup de secteurs seront plus motivées. Il reste à voir l'application, hein, les décrets d'application ne sont pas encore tombés, mais si vraiment tous les points qui ont été annoncés sur l'ouverture au marché, sur les facilitations de procédures, sur l'élargissement justement de cet accès, si tout ceci vraiment est en place, ça créera forcément un climat encore meilleur
pour que nos investisseurs soient motivés à venir et travailler ici et faire des échanges commerciaux avec la Chine. Et notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.